Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis RTV. Messieurs et dames, bienvenue dans ces nouveaux numéros du journal. À Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, un incendie d'origine électrique a entièrement consumé le bâtiment abritant le siège de l'IFCOC et une agence de douane. Sur place, le vice-président de la Ligue a constaté les dégâts avant d'annoncer une nouvelle tant entendue par le sportif matadien, l'homologation du stade Lumumba. De précision avec le Dino Lugano. Un violent incendie s'est déclaré dimanche 9 novembre 2025 aux alentours de 19h à Matadi et réduisant en cendres un bâtiment en étage situé au numéro 8 de l'avenue de l'hôpital derrière le commissariat urbain de la police. Ces bâtiments abritaient notamment les sièges de la Ligue de football du Congo central, l'IFCOC, ainsi qu'une agence de douane. Selon le premier témoignage, le fait aurait été provoqué par un court-circuit électrique. Sur place, le spectacle est désolant. Aucun document ni équipement n'a pu être sauvé. Le premier vice-président de la LIFCOC, Flavien Kiwilou, s'est personnellement rendu sur le lieu le lundi 10 novembre pour évaluer les dégâts. Il a exprimé sa consternation face à l'ampleur de pertes subies. Le constat, il est là. Nous n'avons rien équipé. Diriger, c'est prévoir. Maintenant, là, on doit seulement chercher un autre local en attendant que nous ayons aménagé notre bureau qui est sur Ouvent. On va installer notre quartier général en attendant à Silène. En marge de cette visite, Flavien Kiwilou a également annoncé une avancée attendue depuis plusieurs années. L'homologation du stade Lumumba, bien que les travaux ne soient pas totalement achevés. Le stade va être peut-être reconnu pour accueillir les compétitions officielles, a-t-il dit. La Ligue ne peut pas bloquer l'homologation de ce stade. On a été ensemble avec les ministres, il nous a demandé de le faire et nous l'avions déjà fait à son temps. Et la fédération a été prompte aussi. Sinon, c'est aujourd'hui qu'on devrait déjà commencer la visite, l'inspection. Et puis, pour prévenir aux probables inondations pendant cette saison pluvieuse à Boma, deuxième ville de la province du Congo central, la bourgmestre de la commune de Nzadi, Bobette Bayakissa, a lancé un message à la population de sa juridiction, se occupant le long de la rivière Kalamou. Par ailleurs, elle invite le propriétaire des véhicules stationnant le long des acteurs publics de l'État d'avoir un civisme routier et le respect de lois établies. Nous vous proposons de la suivre à travers ces propos. Je viens passer ce message à toute la population qui occupe illégalement l'emprise publique de l'État entre le boulevard et la rivière Kalamou. Nous vous avions informé que cette emprise de l'État n'était plus sous votre responsabilité, car l'État avait récupéré ces emprises pour l'entretenir dans le but de faciliter l'éclairage de la rivière Kalamou, qui a causé plusieurs dégâts en 2016 et les autres années. Tout c'est lui qui a construit un hangar, en commençant au pont-ville jusqu'à l'église Nzambe Malamou, de les démolir parce que d'ici un mois, nous, l'État, viendrons avec du matériel pour remettre de l'ordre à cet endroit. Raison pour laquelle vous ne voyez aucun service passer pour percevoir les taxes ou quoi que ce soit. Parce que nous voulons que notre ville soit propre et que nous puissions protéger cette rivière qui a causé beaucoup d'incendies dans les années antérieures. Deuxièmement, je viens ici informer tous ceux qui stationnent leurs véhicules sur les acteurs publics de l'État allant du tronçon SGA jusqu'à l'église catholique, les vendeurs de véhicules et même les agents de la CNSS qu'ils fassent entrer leurs véhicules dans leurs parcelles. Les acteurs publics de l'État ne peuvent
en aucun cas être gêné de circulation routière par d'autres véhicules, passagers ou de piétons. Et puis, rendons-nous à Kinshasa où la stabilité des institutions provinciales était au cœur d'une réunion présidée par la première ministre Judith Suminwa. La chef de l'exécutif national, Judith Suminwa, a reçu une délégation de présidents des assemblées provinciales pour échanger sur les tensions institutionnelles qui secouent certaines provinces de la République démocratique du Congo. Entre émotions, conflits politiques et blocages institutionnels, le province traverse une zone de turbulence. Face à cette situation, la chef du gouvernement a écouté les préoccupations des présidents des assemblées provinciales venus plaider pour un meilleur accompagnement du pouvoir central. Les échanges ont porté sur les causes profondes de l'instabilité institutionnelle en province, rivalité politique, retard de paiement et usage parfois excessif d'émotions de défiance. Dans une déclaration commune, le président des assemblées provinciales ont réaffirmé leur attachement au rôle de contrôle parlementaire tout en appelant à éviter toute instrumentalisation politique. Nous avons partagé cela avec son Excellence Madame la Première ministre qui a été attentive, qui nous a dit entre autres que pour elle, et notamment pour le gouvernement de la République et même pour les chefs de l'État, ça ne veut pas dire qu'on voulait ravir aux assemblées leurs prérogatives. Les assemblées devront continuer de jouer leur rôle de contrôle. Mais c'est que ce contrôle-là ne soit pas un moyen de règlement des comptes, que cela suive une certaine procédure, que cela respecte les normes et que cela se fasse aussi de bon cœur en tenant compte de la situation actuelle du pays. En ce qui concerne les rémunérations, le porte-parole du président des assemblées provinciales s'est exprimé en ces termes. Nous avons également échangé sur la situation des assemblées provinciales qui connaissent ce jour 7 mois au total d'impayement, avec 4 mois depuis le mois de juin où les assemblées ne sont pas payées. Nous lui avons fait part parce que vous savez que la dernière fois que nous sommes passés ici, la situation s'était améliorée, mais ça s'est empiré depuis un certain moment. Voilà pourquoi nous sommes rentrés. Rappelons que cette situation arrive alors que plusieurs gouverneurs font face à des pressions dans leurs assemblées respectives. Et puis, une nouvelle dans cette session d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, est convoqué à l'Assemblée nationale le mercredi 12 novembre 2025 afin de s'expliquer sur instruction aux assemblées provinciales visant à suspendre le motion de défiance contre le gouverneur de province. Dans un communiqué officiel numéro 075/AN/CAB LG-2025, le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés nationaux à prendre part à la séance plénière de ce mercredi 12 novembre 2025 à 13h dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ordre du jour, adoption de l'ordre du jour, contrôle parlementaire, question d'actualité de l'honorable Mandevou Mwela Meshak adressé au VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, au sujet de la recommandation demandant aux assemblées provinciales d'adopter une résolution suspendant le pétition et motion à l'endroit des exécutifs provinciaux en cette période de guerre. Question d'actualité de l'honorable Moumoyo Basiluango Patrick adressé au VPM au sujet de la redevance de sécurité relative au système de sécurité des frontières et de l'immigration. Question d'actualité de l'honorable Yangoti Kala Sengaladi adressé au ministre de la Santé publique et Prévoyance sociale au sujet de la problématique de la recrudescence et de la gravité de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo. Et puis, autre chose, messieurs et dames, la société civile africaine et la Commission africaine de droits de l'homme et de peuple ont reconnu officiellement le génocide commis sur le sol congolais. Cette nouvelle a été annoncée le lundi 10 novembre 2025 par le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa, la capitale. Nous vous proposons de suivre le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, à travers ses propos. Il y a le paragraphe qui recommande à la Commission de faire de même. Ce point dit demande enfin à la Commission d'adopter également une résolution reconnaissant et condamnant les violations graves et massives des droits de l'homme et les crimes internationaux en République démocratique du Congo, en ce compris le génocide.
Maintenant, c'est la résolution qui a été adoptée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Son intitulé dit « Résolution relative à la justice pour les victimes des violations graves, massives des droits de l'homme et des crimes internationaux en République démocratique du Congo depuis 1997. Considérons également les rapports du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, intitulé « Rapport du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo. En ces paragraphes 233 et 510 à 516 qui établissent, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y a des actes de génocide. Et puis, à l'international, c'est sans aucun doute l'image ou la vidéo de Nicolas Sarkozy, ancien président français descendant d'une voiture devant son domicile parisien. Sachez donc que 2 heures se sont écoulées contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris de sa mise en liberté et sa sortie de la prison, alors que Nicolas Sarkozy a été condamné pour une peine de 5 ans de prison ferme. Suivez. À bord de cette voiture aux vitres teintées, escorté par des motards de la police nationale, Nicolas Sarkozy sort de la prison de la Santé après 21 jours d'incarcération. Quelques instants plus tard, sur cette image, l'ancien président rentre chez lui, dans le 16e arrondissement parisien. 6 heures plus tôt, au palais de justice de Paris, l'audience débute pour examiner sa demande de mise en liberté. Son épouse Carla et 2 de ses fils sont présents dans la salle. Nicolas Sarkozy, lui, est en visioconférence depuis sa prison. Il clame à nouveau son innocence et évoque ses conditions de détention. Cette épreuve m'a été imposée. C'est dur, c'est très dur. Ça l'est certainement pour tout détenu, je dirais même que c'est éreintant. L'audience du jour ne portait pas sur le fond du dossier. Nicolas Sarkozy reste condamné en première instance dans le dossier libyen à 5 ans de prison ferme, mais le juge a considéré ce matin que Nicolas Sarkozy pouvait rester libre d'ici son procès en appel en mars prochain. Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. L'ancien président a toutefois été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de sortir du territoire, d'entrer en contact avec l'ensemble des prévenus et, plus surprenant, de contacter le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Réponse laconique de son entourage. Le garde des Sceaux applique toujours les décisions de justice. Ce soir, dans un message publié sur les réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy a tenu à remercier ses proches et ses soutiens. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. La vérité triomphera. C'est une évidence que la vie enseigne. Avant la fin du mois, le 26 novembre, Nicolas Sarkozy a un autre rendez-vous avec la justice. La Cour de cassation doit statuer sur sa condamnation à 1 an de prison, dont 6 mois sous bracelet électronique, dans l'affaire Big Malion. Et c'est la fin de cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Audio Jungle.